me tiens à votre disposition. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, vous êtes la deuxième personne auditionnée qui va inaugurer notre nouvelle façon de poser des questions, c'est-à-dire que vous répondrez avec le même temps à la personne qui vous posera la question directement. C'est-à-dire, je commencerai, vous répondrez, Monsieur le rapporteur, et ainsi les orateurs de groupe, de façon à ce qu'on ait quelque chose de plus vivant, et en demandant aux orateurs aussi de ne pas forcément poser la même question deux fois. Donc je vais commencer pour ma part. Je voudrais d'abord passer sur le rapport sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2023. La Cour des comptes relève des reports massifs de crédit pour 18,7 milliards d'euros, suivi de mise en réserve et d'annulation de crédit en cours d'année pour un montant significatif. C'est d'ailleurs une des deux pages sur lesquelles elle évoque un problème de sincérité de certaines prévisions de dépenses dans son rapport. La Cour relève également l'importance des reports de crédits non consommés en 2023 sur l'exercice 2024. Le Parlement n'est pas tenu informé en fin de gestion des prévisions de consommation des crédits reportés, ce qui ne nous permet pas à ce moment-là d'avoir une appréciation non faussée de ce qui sera effectivement exécuté pour l'année qui s'achève. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, à défaut de promettre d'arrêter de pratiquer des reports de crédits massifs, seriez-vous prêt à vous engager à présenter au Parlement, lors de l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion, un état des lieux de la consommation des crédits reportés de l'année précédente, permettant de mieux apprécier la portée des ouvertures et d'annulations de crédits proposées à cette occasion? Ça, c'était donc une question sur l'exécution du débat, mais mes questions vont surtout concerner la question du programme de stabilité. Le programme de stabilité, de la même manière que vous avez rectifié pour l'année 2024 le niveau de croissance que vous aviez estimé pour faire la loi de finances fin 2023, c'est-à-dire en passant de 1,4 à 1%, le programme de stabilité se démarque considérablement de la loi de programmation des finances publiques que nous avions adoptée par 49.3 ici même, et dont je rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, on nous disait qu'il fallait absolument qu'elle soit votée pour que Bruxelles libère les prêts, les crédits, enfin tout ce que vous voulez vis-à-vis de la France, et que sinon c'était un problème. Bon, on a été beaucoup à dire que non seulement ça ne se posait pas comme ça, mais surtout que c'était compliqué de voter une trajectoire qui était très largement contestable et que nous avions été beaucoup à contester. Donc, quelques mois après, votre programme de stabilité transforme totalement les chiffres que nous avons été déjà beaucoup à dénoncer en décembre, puisqu'on passe de 4% de déficit à 5,1% en 2024 pour atteindre au final en 2027 les 2,9 au lieu de 2,7. Et je vous passe sur les années intermédiaires, vous les avez en tête autant que moi. Bon. Alors, moi je m'interroge parce que, passons sur l'idée que ça serait insincère ou pas. Moi, je pense que la question mérite d'être posée, mais j'allais dire que si c'était sincère, c'est presque pire. Parce que dire d'une politique qui est finalement incapable de prévoir et anticiper et qui accumule les erreurs? Bon, est-ce qu'au final, on ne peut pas penser que c'est pas une question d'incompétence, mais peut-être plus grave, une question d'erreur de votre politique, et que votre politique économique et financière menée, finalement, est vouée comme ça à être remise en question quelques mois après, parce qu'elle ne correspond pas à la fois ni aux besoins des Français, ni à la conjoncture économique, et que vous êtes donc dans une situation finalement où les erreurs s'accumulant, vous êtes obligé de constater les échecs de votre politique. Le Haut Conseil des finances publiques notamment a relevé que les estimations qui imaginent possible de nous faire passer de 5,1% de déficit en 2024 à 2,9% en 2027 sont peu crédibles. Il note qu'un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé et sa documentation reste à ce stade lacunaire. Moi, j'utilise une image un peu différente de Pierre Moscovici. Vous nous promettiez quelque part de descendre un rapide. Là, maintenant, c'est les chutes du Niagara, quoi. Bon. Or, le problème, c'est que tant pour des questions économiques, tant pour des questions politiques,
tant pour des questions de cohérence dénoncées par le Haut Conseil, à savoir que vous savez qu'en baissant les dépenses publiques, le premier effet, au moins rapide, quand il y a un reflux d'activité économique, c'est d'aggraver l'effet récessif de cette croissance. L'OFCE notamment estime que ça sera de moins 0,2 points de PIB en 2024 et moins 0,6 points en 2025. Vous savez très bien que ces chiffres, en réalité, seront impossibles à tenir, sauf puisque c'est le seul logique que vous vous donnez et les seuls éléments, sauf si vous baissiez effectivement les dépenses publiques, mais là de manière tellement astronomique que je crois que notre économie ne pourrait pas s'en relever, sans même parler des besoins des Français, plus les réformes structurelles qui sont, d'après ce qu'on a compris de la part de membres du gouvernement, une attaque sans précédent sur la protection sociale. Bon. Donc tout ça, je crois, n'a pas de sens, ne tient pas. Et je pense que le programme de stabilité qui va être présenté à Bruxelles se révélera tout aussi incohérent, manquant de cohérence, que la loi de programmation des finances publiques que nous avons adoptée par 49.3 l'an dernier. Alors tout ça me fait dire une chose, c'est que vous comprendrez que ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt une réflexion. Mais est-ce qu'au fond, finalement, le constat de cet échec, ces erreurs accumulées, les prévisions que vous donnez, là, par exemple, vous nous dites on n'a jamais créé autant d'emplois, le chômage a baissé, mais l'INSEE prévoit plus 8% de chômage à nouveau fin 2024. Donc on verra si vous l'attribuez à ce moment-là à votre politique ou si c'est la conjoncture internationale dans ce cas-là. Mais moi, je pense que ça sera l'effet de votre politique si on atteint ce taux de chômage. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait urgent de changer complètement de logiciel? Bon. J'ai vu que M. Draghi, alors je ne suis pas sûr qu'il propose les mêmes recettes, mais au moins explique que les réponses apportées jusqu'alors sont destinées pour le monde d'hier. Il parle du décrochage de croissance de l'Europe, notamment par rapport aux autres blocs économiques. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une politique qui vise sans arrêt à jouer sur la baisse de la dépense publique avec l'effet récessif que ça procure, avec le fait en plus que ça ne répond pas aux besoins des gens, que c'est incapable de mettre suffisamment d'argent pour une véritable bifurcation écologique, même si j'entends que ça continue à augmenter, mais vous savez que l'augmentation que vous avez prévue est très en retrait de ce que la plupart des économistes estiment nécessaire, ne serait-ce que Pisani-Ferry avec 37 milliards pour les dépenses publiques. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de changer réellement de braquet? À savoir deux choses, d'en arriver, là je sais que vous me répondrez non, à une politique de la demande, notamment dopée par la question justement des investissements écologiques au lieu de la politique de l'offre, mais surtout de rompre avec la politique de compétitivité qui vous a amené depuis 2017 à faire 50 milliards de cadeaux fiscaux chaque année, et je ne compte pas le fait qu'on a explosé à hauteur de 5 fois le PIB en 10 ans les aides publiques aux entreprises sans contrepartie, qui là aussi sont une sorte de dépense fiscale. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est là-dessus qu'il faut revenir, y compris si vous vous donnez comme objectif de baisser les déficits? Bon. Moi, ce que j'observe, ce sera ma dernière observation là-dessus, c'est que l'effet de cette politique, elle ne se lit pas en termes d'emploi. Elle ne se lit pas en termes pour répondre aux besoins des Français. Par contre, elle se lit en termes d'accumulation des richesses comme on l'a jamais vu dans le pays. Bon. Et de richesses, y compris aux mains de quelques personnes. Je pense que c'est ça qui est inédit. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la disparité entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, mais c'est les disparités sur très très peu de personnes, mais dont les cadeaux fiscaux, notamment vis-à-vis des revenus capital, font que non seulement les inégalités explosent, mais que ça prive l'État de recettes fiscales très importantes. Je vous rappelle de l'étude de l'IPP que vous connaissez, qui montre que les 75 plus fortunés de nos milliardaires rentiers, et on peut dire pour aller vite capitalistes, payent un taux d'imposition de 26%. 26%, oui, c'est un sourire, monsieur Lefebvre, mais c'est bien la réalité. C'est bien comme ça qu'ils font leurs gains et leur patrimoine sur les actions. Donc c'est par essence la définition du capitalisme. Après, on peut se trouver ça bien ou pas, mais c'est par essence ça. Et ces 75 personnes sont imposées à un taux de 26% si on mixte revenus personnels et revenus professionnels, alors que les 0,1% des plus riches ont un taux d'imposition de 48%. Vous savez comme moi que la différenciation entre les deux, c'est 18 milliards d'euros perdus pour l'État. Je ne vous donne que cet exemple de cet argent qui, depuis des années, part de manière très conséquente
vers le CAC 40, qui est dilapidé en dividendes, qui ne rejaillit pas sur l'économie et qui manque cruellement après aux recettes de l'État. Donc moi, ma question, elle est de s'interroger, puisque le chef de l'État consent lui-même à expliquer que le problème est un problème de recettes et pas de dépenses, sur savoir comment on récupère ces recettes. Voilà. Alors j'ai entendu que vous aviez notamment missionné plusieurs membres de la majorité pour proposer en juin des propositions dans ce sens, notamment par rapport à la rente. Moi, je crois qu'il serait plus souhaitable et plus démocratique et plus nécessaire, vu les modifications budgétaires de 10 milliards pour une première tranche, plus 10 milliards d'autres annoncés pour une deuxième tranche pour l'année 2024, de passer un projet de loi de finances rectificative dans lequel il pourrait y avoir enfin un débat dans cette Assemblée. Et par exemple, on pourrait à nouveau vous représenter ce qui avait déjà été majoritaire dans cette commission, c'est-à-dire des taxations sur les super dividendes, super profits, notamment votées avec le MoDem, qui rapportait déjà 15 milliards d'euros à l'État. Et je vous fais grâce de ce qui pourrait se faire également en termes de suppression de niches ou d'aide aux entreprises sans condition qui pourrait rapporter facilement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc voilà, moi c'est sur la logique même de votre politique que je voudrais vous interroger, avec un autre élément, c'est vous demander très solennellement, parce que je pense que c'est nécessaire, de ne pas compter sur un projet de loi de fin de gestion pour, à la fin de l'année, revoir en réalité tout le budget qui aura été exécuté de manière totalement différente de ce qui a été adopté ici fin décembre, mais de passer à un projet de loi de finances rectificative. Pour ma part, le groupe auquel j'appartiens a effectivement dit que si ce PLFR n'était pas mis sur la table, il y aurait une motion de censure, ne serait-ce pour qu'on puisse voter, débattre de budget, ce qui me semble être quand même l'essence même de l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et de n'en oublier aucune. La question des reports, question que souvent les parlementaires, sur lesquels les parlementaires posent des questions, sont élevés entre 2023 et 2024, et c'est bien, je trouve que c'est une question tout à fait légitime, hein, de 23,5 milliards d'euros. C'est un montant élevé, encore, mais en baisse. Je vous donne notamment le montant des reports pour 22, c'était 29 milliards d'euros. Donc, globalement, les reports sont en baisse, ils restent encore élevés, avec notamment des effets encore latents de la crise. Dans les 23,5 milliards d'euros de reports, vous avez 6 milliards d'euros pour le plan de relance, dont on a besoin. Vous avez 1 milliard d'euros pour les énergies, pour les entreprises énergo-intensives. Donc, vous avez des effets encore latents de la crise, une baisse globalement des reports et notre engagement à continuer à les réduire. Voilà, je crois que sur cette question-là, il me semblait important de préciser. Après, Monsieur le Président, pour suivre dans le temps les crédits qui ont été reportés d'une année sur l'autre, une fois que vous avez reporté ces crédits, ils se fondent, si vous me permettez l'expression, dans la masse. Et vous ne pouvez plus suivre à l'euro près les montants des reports de 23 vers 24 et dire mais qu'est-ce que vous avez fait par exemple fin 24 des crédits 23 que vous aurez reportés en 24. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de millésime dans les crédits ouverts. Et depuis notamment la mise en œuvre de la loi organique, les crédits budgétaires sont parfaitement ensuite fongibles au sein d'un programme. Et il n'y a plus de suivi. Je tiens à attirer votre attention notamment sur une nouvelle annexe à la loi de fin de gestion qui a été réalisée pour la première fois en 2023 et qui présente désormais pour chaque budget, chaque mission du budget, les crédits qui ont été engagés et qui ne l'ont pas encore été. S'agissant, ça c'était pour la question sur les reports, s'agissant de la révision sur le programme de stabilité, moi je pense que c'est bien normal de tenir compte du nouveau contexte. Et le contexte, on n'est pas le seul à vivre un nouveau contexte économique. Ça serait le cas, Monsieur le Président, votre argument il serait recevable si tout seul dans notre coin, nous avions dû revoir complètement notre trajectoire, notre croissance et notre trajectoire de finances publiques. Mais j'observe qu'au même moment, à quelques jours près, l'Allemagne a revu sa croissance de 1,3 à 0,2%. Que de l'autre côté de la Manche, les Britanniques sont rentrés en récession, que la Commission européenne, au même moment, a revu les prévisions de croissance de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est collectivement impacté par un ralentissement économique en Europe
qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la guerre en Ukraine, avec les difficultés en Chine que vous connaissez parfaitement. Et donc notre responsabilité, Monsieur le Président, c'est bien de revoir notre trajectoire au regard de cette nouvelle donne économique. Et puis après, vous me dites, mais au fond, prenez acte, j'essaie de retrouver vos mots, l'échec de votre politique. Mais quel échec? Une politique qui a permis enfin de briser le chômage de masse dans notre pays. Je rappelle quand même, et vous êtes un certain nombre à avoir suivi ces dernières années, y compris dans d'autres majorités, ce combat qui a été mené contre le chômage de masse. Beaucoup se sont cassés les dents sur ce sujet-là. On a ramené le chômage à 7,5%. On a créé 2,5 millions d'emplois. On réouvre des usines. C'est ça l'objectif ultime de notre politique. C'est le travail, la croissance, l'activité. Et là-dessus, on a des résultats. Et c'est pour ça que je dis que cette politique économique, elle produit des résultats à cette aune-là. Et en revanche, oui, on a un niveau de déficit élevé, mais je n'ai pas entendu, au moment où on a protégé massivement les entreprises, les emplois, les associations, les collectivités territoriales, y compris les groupes d'opposition, en disant « stop, vous protégez trop ». Et je crois qu'on a bien fait de protéger, y compris le tissu économique. Et pourquoi on a 1% de croissance en France et que les Allemands ont 0,2% de croissance? Notre modèle résiste et il résiste bien. Alors vous posez la question des prévisions de croissance. Je le redis, notre prévision à 1%, elle est très proche pour 2024. Elle est très proche de la Commission européenne, 0,9. La Banque de France est à 0,8, mais le gouverneur encore disait, vous savez, 0,2 c'est la marge d'erreur. Et c'est très intéressant, j'ai repris les prévisions de la Banque de France pour l'année 2023. En décembre 22, elle prévoyait 0,3% pour 23. Puis elle a changé en mars 23, elle a ramené à 0,6, en juin 23 à 0,7, en septembre à 0,9. La Commission européenne, et ce n'est pas anormal de revoir les prévisions de croissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on considère que notre prévision de croissance, elle est robuste et elle est en lien avec notre politique économique. Sur la question notamment des interrogations du Haut Conseil aux finances publiques, en disant ce que vous prévoyez en termes d'efforts n'est pas crédible. Je crois que c'est les mots que vous avez employés. Peu crédible. C'est un effort jamais réalisé. Mais on n'avait jamais fait un décret d'annulation de 10 milliards d'euros non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire. Je suis persuadé que certains d'entre vous nous auraient dit il y a encore quelques mois, vous n'êtes pas capable d'annuler comme ça 10 milliards d'euros dans les crédits de l'État. On l'a fait. Et donc, on l'a fait. 3 ministères sur 10. On l'a fait. Oui. 10 milliards, on l'a fait, sincère. Et je vais vous dire, on ne l'avait jamais fait. On a ajusté tout de suite nos dépenses à nos recettes. Et c'est tout le travail que l'on a engagé pour 25 et au-delà. Et j'invite chacune et chacun d'entre vous à participer à cette réflexion, à nous faire des propositions pour tenir cet objectif de réduction du déficit public et le fait de réaliser des économies. Et puis, vous dites quand même, Monsieur le Président, en disant, mais en faisant vos économies, vous allez remettre en question nos services publics, vos politiques publiques, casser la croissance. Je vous donnerai quand même 2 chiffres qui me semblent très importants par rapport à ce qui s'est passé. Entre 2019, avant la crise, et 2023, les dépenses de l'État, elles ont augmenté de 100 milliards. 100 milliards. Pour faire face à la crise, c'est bien normal que l'on réajuste une partie de nos crédits à un monde après la crise, d'une certaine manière. Et je vous rassure d'une certaine manière, Monsieur le Président, l'ensemble des dépenses publiques, c'est mon 2e chiffre, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, c'est 1600 milliards. Donc ne me dites pas qu'en ayant fait un décret d'annulation de 10 milliards, en poursuivant un effort à hauteur de 10 milliards cette année, nous sommes en train de remettre en cause notre modèle. On est très très loin d'une remise en question de notre modèle ou bien même d'une cure d'austérité. Et puis sur la transition écologique, vous me dites vous n'en faites pas assez. Vous citez le rapport de Jean Pisani-Ferry. Je le redis, le rapport de Jean Pisani-Ferry, il évalue notamment la part publique, une trentaine de milliards d'euros. Mais je le redis, sur la transition écologique, il n'y a pas que l'État qui est compris dans cet effort-là. Il y a aussi tout l'investissement des collectivités territoriales. Et nos dépenses vertes, elles continuent à augmenter chaque année, depuis 2021, 22, 23. Même après le décret d'annulation, nous avons le budget le plus vert de notre histoire.
S'agissant des cadeaux fiscaux, Monsieur le Président, de quoi parlez-vous? Quand on a baissé le barème de l'IR, ben oui, mais le barème de l'IR sur les premières tranches, c'est pas un cadeau des ultra-riches, celles et ceux qui travaillent. C'est pas les ultra-riches. Quand on a décidé, vous savez, quand on a revalorisé le barème de l'IR, on n'a pas revalorisé une chose, c'est notamment la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce barème-là, on ne l'a pas touché. Et puis après, je vais vous dire deux choses quand même sur la question de la justice fiscale. D'abord, ce projet de loi de finances, pour mieux lutter contre l'évasion fiscale, il traduit une innovation, une vraie réussite sur le plan international. C'est ce qu'on appelle le pilier 2 et la création d'un impôt sur les sociétés minimal pour toutes les entreprises. Tout le monde en rêvait, j'imagine, autour de ces tables. Nous l'avons fait. Ensuite, on accroît la lutte contre la fraude. Et c'était Gabriel Attal, mon prédécesseur, qui a pris cet engagement-là, et j'aurai l'occasion d'y revenir. On a augmenté de 25% le nombre de contrôles fiscaux sur les plus fortunés. Je pense que déjà, avant d'augmenter les impôts, notre exigence est s'assurer que les impôts qui sont dus sont bien payés. Et c'est ça la politique de lutte contre la fraude. Et enfin, nous avons dit, nous l'avons annoncé, que nous souhaitons que dans le cadre du G20, il y ait une initiative qui soit prise, parce que je suis choqué comme vous, que certains, particulièrement fortunés, particulièrement mobiles, puissent échapper à l'impôt. Ce n'est pas un sujet de désaccord entre nous, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. La question, c'est comment on s'attaque à ce sujet-là, et qu'une réponse purement nationale, elle n'est pas efficace face à ces contribuables-là. Nous le savons, vous avez une des réponses qui est d'ailleurs saluée par Gabriel Zucman, c'est quand vous échangez mieux les données entre États, vous luttez contre l'évasion fiscale. On l'a fait. Est-ce qu'il faut prendre une initiative au niveau international pour les contribuables les plus fortunés? On y est favorable. On dit juste que la solution nationale est inefficace et qu'on est comme vous, révoltés quand certains contribuables échappent à l'impôt, et notamment les plus fortunés. Et c'est notamment l'engagement qu'a pris le président de la République, Bruno Le Maire, et notre souhait de voir aboutir ces échanges, notamment dans le cadre du G20. Et enfin, pour en terminer sur la fiscalité, redire qu'il y a un travail des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, je l'évoquais, sur la question des rentes, qui poseront, y compris pour l'année 2024, un certain nombre de sujets. Je vous l'ai dit sur les rachats d'actions, nous sommes favorables, le gouvernement y est favorable, tout comme la question des énergéticiens. Enfin, Monsieur le Président, oui, il y aura un projet de loi de fin de gestion cette année, comme il y en a à chaque fois, pour permettre des ouvertures, des fermetures de crédit. C'est une souplesse, c'est un texte absolument indispensable. Et en revanche, les 10 milliards d'euros d'efforts supplémentaires pour tenir le 5,1%, ils ne nécessitent pas de PLFR. Pourquoi? Parce que l'effort à peu près de 5 milliards d'euros attendu sur l'État, compte tenu du fait qu'on a en réserve 7 milliards d'euros. Ça sert à ça, les réserves de précaution, c'est pour faire face aux aléas d'une certaine manière. Et le fait qu'on ait une croissance moins forte est un aléa. Donc on va mobiliser la réserve de précaution, on va continuer à réaffirmer le fait qu'on a les finances publiques en partage avec les collectivités territoriales, il faut ralentir les dépenses de fonctionnement, et d'autre part un débat sur les recettes avec les initiatives des parlementaires. Donc en fait, on n'a pas besoin d'un texte pour faire ça. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je souhaitais vous apporter. Permettez de vous dire qu'il y a quelque chose qui peut se faire nationalement vis-à-vis des impôts, vis-à-vis des revenus du capital, c'est de baisser leur impôt. Ça, nationalement, on peut le faire sans problème. Ça a été fait depuis 2017.